Alors, l'identité numérique, c'est la somme de toutes les informations qu'on va laisser de nous sur Internet de manière consciente ou inconsciente. Et c'est le résultat aussi de toutes ces informations telles qu'elles vont apparaître ensuite remixées, remises en ordre par les moteurs de recherche et par les réseaux sociaux. Quand on va par exemple taper notre nom sur Google ou chercher notre profil sur Facebook. Alors il y a plusieurs types d'informations qui sont collectées. Il y a des informations de nature plutôt déclarative, c'est-à-dire quand on s'inscrit sur ces sites, on remplit une fiche de profil où on va indiquer son âge, son lieu de naissance, le lycée qu'on a fréquenté, ses vues éventuellement politiques aussi. Donc ça c'est de l'information sur laquelle on a le contrôle. Ensuite, il y a toutes les informations ou toutes les données qui sont de nature comportementale ou navigationnelle, c'est-à-dire chaque fois qu'on est en train de consulter un site, c'est de l'information qui est captée, qui est collectée, et qui va servir à améliorer un petit peu le portrait que ces sites se font de nous. Donc il y a ces deux grandes catégories d'informations. Alors ces informations, elles sont collectées de différentes manières. D'abord à l'intérieur des sites eux-mêmes, chaque fois qu'on interagit effectivement sur Facebook, chaque fois qu'on discute en chat avec des amis, toutes les informations qu'on publie sur Facebook sont directement captées par Facebook. Mais aussi à l'extérieur de ces sites, quand on est en train par exemple de lire un article sur le site du Monde et qu'à la fin il y a le petit like et qu'on va cliquer sur le like, et bien cette information va remonter jusqu'à Facebook et ça va permettre de compléter un petit peu le portrait et la connaissance qu'il a de nous. Alors c'est nécessaire, c'est important et c'est fait de plus en plus effectivement dans le cadre de l'école mais aussi à l'université. C'est important parce que c'est des sites qui ont un fonctionnement qui n'est pas toujours aussi naturel qu'il paraît l'être. Et on observe depuis maintenant 4-5 ans déjà que cette formation donne ses premiers effets, c'est-à-dire que les gens utilisent ces sites-là, ces réseaux sociaux, de manière de moins en moins candide, en étant de plus en plus conscient qu'il y a effectivement un espace public, un espace semi-privé, et que quoi qu'on puisse dire sur ces sites-là, on a toujours un risque d'exposition qui est très fort, et que donc il faut faire attention simplement à ce qu'on publie ou aux interactions qu'on va avoir avec les autres. Alors oui et non, il y a une partie qui est contrôlable, c'est la partie qui concerne effectivement les informations, les données déclaratives, ce qu'on va dire de nous, et puis il y a cette autre partie qui est par définition qui est beaucoup moins contrôlable et qui relève de nos interactions et de nos comportements. Donc tous les sites qu'on va visiter, l'historique de notre navigation sur Internet, l'historique de nos interactions sur d'autres sites aussi, grâce aux likes par exemple. Ça c'est moins facilement contrôlable et c'est souvent là-dessus du coup qu'on peut observer parfois un certain nombre de dérives ou de maladresses. Alors il y a plusieurs types de dérives ou de maladresses. Il y a celles qui, quand par exemple on est en période où on recherche un emploi, qu'on est donc en général plutôt jeune, qu'on vient de terminer ses études, c'est vrai qu'on a souvent des profils qui sont des profils d'étudiants, donc où on a partagé un certain nombre de choses rigolotes, amusantes ou parfois décalées, qui ne sont pas forcément en phase avec ce qu'on attend de nous en termes d'identité professionnelle. Donc ça peut être un premier risque. Même si les employeurs ne sont pas supposés aller regarder tout ce qu'on a fait avant d'aller travailler chez eux, on sait que la plupart des patrons sur des entretiens d'embauche vont avoir le réflexe d'aller effectivement taper le nom sur Google ou sur Facebook, donc il faut faire attention à ça. Autre risque ou autre dérive, c'est les risques qui sont liés à l'usurpation d'identité. Donc là, il y a un cadre législatif et juridique qui fait que c'est une dérive qui est heureusement encadrée et protégée, donc on peut se retourner contre la personne en question quand on est victime d'un vol d'identité. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est lié à, on va dire, pas tellement à l'identité, mais à l'irréputation, c'est-à-dire qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit salarié d'une entreprise. La manière dont on va parler de notre structure va avoir une influence sur la réputation, sur l'image perçue de cette structure. Donc là aussi, il faut être assez vigilant, et souvent, on est sur des cas où c'est un petit peu compliqué, parce qu'un chef d'entreprise,
sait pas trop s'il s'exprime en son nom propre, en son nom personnel, ou s'il parle au nom de son entreprise. Même chose pour un salarié. Souvent, on a un seul compte et on se sert de ce même compte pour aussi bien parler d'informations personnelles que d'informations qui concernent la sphère professionnelle. Donc il faut essayer de compartimenter un petit peu ces deux espaces. Alors le droit à l'oubli numérique, c'est effectivement un chantier qui est en cours depuis assez longtemps au niveau ministériel, mais aussi au niveau des CNIL, Commission nationale informatique et liberté, de la CNIL française et puis de la réunion des CNIL européennes, qui essayent de permettre aux citoyens de faire valoir auprès des moteurs de recherche et des réseaux sociaux un droit à l'oubli, c'est-à-dire la capacité de demander le retrait d'un certain nombre d'informations dont on estime qu'elles nuisent à notre réputation, à notre identité. Concrètement, dans les faits, c'est très difficilement applicable, puisqu'il y a énormément... Facebook, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs, c'est des dizaines de millions d'interactions toutes les heures. Donc il y a énormément de contenu publié et à l'exception des cas où il y a une nuisance évidente, si on dit du mal de vous, si on vous insulte en ligne, voilà, c'est assez facile et assez rapide de faire retirer l'information. Ça reste ensuite quand même difficilement applicable, d'autant qu'on s'adresse à des plateformes qui sont des multinationales et que le droit à l'oubli renvoie à des législations nationales. Donc c'est compliqué de demander à ces plateformes de les appliquer. Alors les bonnes pratiques, il y en a plusieurs. La première, la règle de base, c'est de vérifier régulièrement les paramètres de confidentialité de ces sites-là, puisque ce sont ces paramètres qui vont définir le périmètre de notre identité numérique, et puisque le grand jeu de ces plateformes, notamment de Facebook, c'est à peu près tous les 6 mois ou une fois par an de remettre à zéro les paramètres de confidentialité, y compris si on les avait réglés pour être pas trop exposés. Donc ça c'est le premier point. Il peut être intéressant aussi de penser à réserver ou à acheter son nom de domaine, qu'on soit étudiant en recherche d'emploi pour mettre en ligne son CV par exemple, ou qu'on soit chef d'entreprise, pour réserver comme ça son espace personnel d'expression sur Internet. Essayer d'utiliser dans la mesure du possible des outils qui sont plutôt des outils qu'on appelle des logiciels libres ou des logiciels open source, c'est-à-dire qui permettent de faire la même chose. Il y a des sites de réseau social, par exemple, libres, qui permettent d'avoir les mêmes fonctionnalités que sur Facebook, mais à l'intérieur desquels on n'est pas lié par ces conditions générales d'utilisation qui, sur Facebook, sont très restrictives et qui, à partir du moment où vous avez coché la petite case sans les lire, de toute façon, concrètement, font que toute l'information que vous publiez appartient en fait à Facebook et que vous n'êtes plus maître de grand-chose. À partir du moment où on est sur le web, sur Internet, quelle que soit la plateforme qu'on utilise, que ce soit Facebook, Twitter, Google ou autre, on est toujours dans un espace public. La question d'espace privé sur le web ou sur Internet n'existe pas. Il y a des espaces un petit peu, il y a des clairs-obscurs, il y a des espaces semi-privés, mais toute l'information qu'on va publier est toujours susceptible de se retrouver dans l'espace public. Donc une fois qu'on sait ça, on a désamorcé l'essentiel des risques qui peuvent être liés à cette activité de publication. Il faut faire attention à ce qu'on publie, ça c'est une chose, se censurer non, simplement il faut avoir conscience que quand on publie quelque chose sur ces sites-là, on va toujours atteindre un public qui n'était pas forcément celui qu'on visait au départ. Voilà, donc il faut avoir ce petit curseur-là qui est adapté à la publication sur les réseaux sociaux.